Faisons maintenant l'analyse de ces annonces, des détails du projet de tramway avec Philippe Dubois, doctorant en sciences politiques, et Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal de Québec. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, d'abord, allons-y avec vous, Karine. Dans Limoilou, ce n'est pas tranché encore. Est-ce qu'on passe sur la 4e ou la 3e avenue? Alors, c'est peut-être une bonne idée d'attendre et peut-être cette fois de mieux consulter, là. Oui, bien, c'est ce qu'on a laissé entendre aujourd'hui. En fait, on va consulter, parce qu'on sait que les commerçants sur la 3e avenue, bon, il y en a plusieurs qui sont inquiets, qui se sont exprimés au cours des derniers mois. Dans le cas de la 4e avenue, là, c'est plus les résidents. Sauf que, bon, il faut voir les avantages, les inconvénients. Il y en a certainement des deux côtés. Et on dit, on va consulter, on va aller chercher toutes les opinions. C'est sûr qu'on ne va pas satisfaire tout le monde, mais on va faire une analyse à partir de tout ça, puis on va trancher. Bon, Philippe, dans Montcalm, le tramway qui va passer en surface et pas dans un tunnel, on parle de coupe d'arbres, d'enlever des voies de circulation, ce sera étroit dans par moment, là. Quand on parle du Grand Théâtre et qu'on s'en va vers Sainte-Foy, ce sera peut-être plus difficile politiquement et aussi dans le trafic en bout de ligne, là. Effectivement, on sait que c'est déjà un secteur qui est bien chargé. On se questionne par rapport à la nature de l'insatisfaction, dis-je. Est-ce que ce sont les gens de Montcalm, véritablement, qui vont être incommodés par le manque de voies de circulation, par exemple, ou ce sera les gens qui habitent en périphérie, qui viennent dans le centre-ville plus occasionnellement et qui vont trouver que c'est dérangeant. Oui. Mais dans tous les cas, il y a une opération délicate de relations publiques pour bien expliquer quels vont être les détails de l'intervention en Haute-Ville. Bon, on voit que ce projet-là avance, Karine, pour les opposants de Régis Labaume qui ne veulent pas du tramway, Jean-François Gosselin, entre autres. Là, ce sera plus difficile à défaire aussi. Oui, ça fait quand même plusieurs mois aussi là, que ça devient difficile à défaire. Puis, bon, qu'il faudrait peut-être qu'ils changent d'objectif ou de cassette, finalement. Là. Bon, là, c'est une étape cruciale. On a vu tantôt, vous avez montré toutes les étapes qui ont dû être franchies depuis 10 ans. Alors là, on a parlé d'un jalon important et je pense que ça explique aussi pourquoi le directeur de projet était aussi émotif, là, parce que ça a été tout plein de hauts et de bas là, pour en arriver là, finalement. Bon, Philippe, est-ce que le projet est assez ficelé pour que le maire Labaume puisse dire « Je m'en vais, ça commencera le projet, un jour je ne serai pas là ». Quel est votre point de vue là-dessus? Je ne crois pas que si on sonderait les gens de Québec demain matin, les Québécois et les Québécoises auraient l'impression que le projet est ficelé et fin prêt et que le maire peut se retirer. Ceci dit, l'annonce d'aujourd'hui contribue à renforcer l'image que le projet, pour faire un mauvais jeu de mots, est sur les rails. Oui. Et donc, on vient construire l'édifice encore plus et on vient, du même coup, le rendre plus difficile à déconstruire. Mme Gagnon le disait, M. Gosselin veut faire la campagne avec un projet alternatif. Bien là, il y a 2 fois plus de travail parce qu'il faut qu'il construise un projet, il faut qu'il déconstruise celui que le maire est en train de ficeler. Karine, votre point de vue pour le maire, vous, est-ce qu'il reste ou ça peut l'aider à partir s'il prend sa décision bientôt? Ben, écoutez, tous les indices laissent démontrer qu'il va revenir. S'il voulait laisser la place au suivant au sein de son équipe, je pense qu'il l'aurait annoncé avant. Je pense aussi que là, il y a énormément à faire parce qu'en fait, là, on lance les appels de proposition, mais tout ce qui s'en vient, là, c'est majeur. Après ça, il va y avoir les travaux. Quand on parle aux gens dans d'autres villes où ça s'est fait, là, c'est énorme. Là. Les impacts sont énormes et puis ça prend quelqu'un de très fort pour le défendre. Alors là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix de revenir. Là. Même là, on a parlé de deuxième phase. Là. Il n'est pas prêt à aller jusque-là, mais éventuellement, on devrait en arriver là si on suit la logique des autres projets du genre ailleurs. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant parce qu'on dit qu'on ne l'a pas bien vendu avant, pour bien vendre le projet, pour bien vendre tous les inconvénients, tout ce qui s'en vient, parce que c'est en 2027 qu'il sera livré. Comment on doit communiquer? Qui doit être le communicateur dans tout ça? Le maire? En fait, on a connu 4 dernières semaines un peu turbulentes pour le projet. Je pense qu'aujourd'hui, on lance un message. On lance un message que le projet redevient la propriété, si je peux dire, du maire, qu'on va de l'avant avec ce projet-là. Il va falloir absolument continuer sur une bonne séquence, une séquence positive où on va annoncer des annonces positive à propos du projet. Et je pense que c'est d'annonce en annonce comme ça qu'on va reconstruire un sentiment de fierté autour de ce projet-là. Est-ce que c'est le maire qui doit être le porte-parole ou on doit trouver quelqu'un qui va être le communicateur? En fait, je pense que le maire est probablement le politicien avec le capital politique le plus fort pour porter le projet. Oui. Il y a beaucoup mis l'accent sur ce projet-là. Ce projet-là lui est accolé comme une étiquette et je pense qu'il doit continuer à se faire le porte-parole. Donc, il doit se représenter, selon vous? Bien, ce serait... Si j'étais son stratège, je l'inciterais à réfléchir parce que je vois pas personne d'autre que le capital politique du maire pour porter un projet comme ça à Québec. Karine, vous en parliez des appels de proposition qui seront lancés vendredi. Ça ne laissera pas beaucoup de marge de manœuvre pour les soumissionnaires, tout ça, là?
Non, c'est ça. La question a été posée au directeur de projet tout à l'heure, là. Et puis, effectivement, la trame du projet s'insère dans un tissu urbain qui est très serré. Aussi, là, la seule petite marge de manœuvre peut-être qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau du tunnel, au niveau des méthodes de construction, parce que, bon, on sait, là, cette partie-là du projet est très, très coûteuse. C'est souvent des projets où il y a des dépassements de coûts. Alors ça devrait être... il pourrait y avoir des différences. Finalement, un soumissionnaire pourrait se distinguer à ce niveau-là, mais non, il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est ce qu'on comprend. Et Philippe, c'est au printemps 2022 que la Ville va choisir son partenaire pour commencer les travaux à l'été. Et est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller au plus bas soumissionnaire ou on peut choisir celui qui sera le plus compétent, qui a le plus d'expertise? On s'est laissé, on l'a bien expliqué pendant la conférence de presse, on s'est laissé une marge de manœuvre, notamment du point de vue de la qualité, parce que on veut, oui, un projet peu coûteux, mais on veut un projet qui va perdurer dans le temps. Je pense qu'on s'est laissé une marge de manœuvre à ce niveau-là. Alors, la suite des choses, maintenant, c'est de bien vendre le projet politiquement. Vous en dites quoi, vous, de la 3e ou de la 4e avenue? Vous choisiriez quoi si on avait à choisir, Karine et Philippe, en terminant? Bien, je pense qu'on ne peut pas se prononcer à cette étape-ci. Okay. Il faut entendre les opinions d'un peu tout le monde et puis voir ce qui va ressortir au bout. Mais Pierre, une chose est sûre, il reste encore une foule d'inconnus. Là. Le gouvernement n'a toujours pas présenté son projet de voie réservée. Ça va jouer au niveau des coûts. On ne voulait pas nous en parler aujourd'hui. Alors, encore beaucoup de réponses à obtenir. Merci Philippe, merci Karine. Bonne soirée. Merci.